Alors, nous allons à présent débuter alors avec notre premier intervenant, Monsieur Mustapha Achar est docteur en didactique des langues et des cultures. Il est affilié à l'université Ibn Tufayl, faculté des langues, des lettres et des arts de Qnitra au sein du laboratoire langage et société. Enseignant de français au cycle secondaire qualifiant, il est également rattaché au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports au Maroc. Ses travaux de recherche portent sur l'amélioration et l'évaluation des compétences langagières, l'innovation pédagogique et l'intégration des dispositifs numériques et ludiques dans l'enseignement du français. Il s'intéresse particulièrement aux approches socio-constructivistes, à la pédagogie par le jeu ainsi qu'aux enjeux d'inclusion et d'équité dans les contextes éducatifs. Monsieur Achar, vous disposerez de 20 minutes. Pardon, attendez, j'arrête le partage. Donc, vous disposerez de 20 minutes de présentation suivies de 5 minutes d'échange avec le public. Je me permettrai de vous signaler le temps restant, aller à 5 minutes et puis 2 et puis 1 minute. Mais par contre, grâce à notre collègue, nous pourrons mettre un timer. Et donc, vous... Voilà, parfait. Merci. Voilà, je vous cède maintenant la main pour présenter votre communication intitulée Didactique de l'oral en FLE et outils technologiques en contexte hétéroglotte. Vous pouvez commencer, monsieur Achar. Je lance le chronomètre. C'est parti. D'accord. Donc, bonjour. Voilà. Par contre, il y a un petit écho. Je pense que vous êtes connecté sur deux appareils. Si vous pouvez déconnecter un, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Ou sinon, juste le micro d'un des deux écrans, peut-être. Si vous pouvez parler, monsieur, s'il vous plaît. c'est bon? Parfait, C'est bon, excellent. vous m'entendez? Parfaitement. D'accord. Donc, Merci vous voyez beaucoup. donc Tout à fait. voilà, pour la présentation. Parfait, on a le partage. À vous. C'est bon? D'accord. Euh, une minute, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le partage. Alors, donc, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Vous m'entendez? D'accord. Donc, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais adresser un remerciement chaleureux et particulier au comité d'organisation pour les efforts déployés et la mise en place de cet événement scientifique si riche. Alors, donc, ma communication est intitulée Didactique de l'oral en FLE et outils technologiques en contexte hétéroglotte. Cette recherche porte sur la didactique de l'oral en FLE, en contexte hétéroglotte, comme je l'ai déjà mentionné. Plus précisément, je m'intéresse à la manière dont les outils technologiques peuvent contribuer au développement de la compétence communicative orale chez des apprenants débutants. Donc, on peut dire qu'à l'ère du numérique, donc les pratiques pédagogiques connaissent des transformations profondes où l'intégration des technologies dans les environnements éducatifs modifie non seulement les modes d'apprentissage, mais aussi le rôle de l'enseignant. C'est-à-dire qu'on n'est plus devant un enseignement transmissif, devant un enseignant qui détient le savoir, mais on est devant un apprenant voilà, qui construit son savoir et qui co-construit son savoir à travers son ouverture sur son environnement. Donc, ce mode d'enseignement, il modifie le rôle de l'enseignant et les interactions pédagogiques, bien évidemment. Alors, cette contribution s'inscrit dans une réflexion sur les transformations actuelles des pratiques pédagogiques à l'ère du numérique,
Elle vise à analyser comment l'intégration des technologies numériques modifie les modalités de transmission des savoirs et reconfigure les pratiques formatives dans les systèmes éducatifs contemporains. Alors, donc, notre objectif, bien entendu, est d'interroger à la fois les opportunités pédagogiques offertes par ces transformations et les défis qu'elles posent pour l'enseignement et les institutions éducatives. Voilà. Sur ce, notre présentation adopte le plan suivant. Le voici. Voilà. Donc, on peut dire que dans l'enseignement du FLE, l'oral est souvent considéré comme une compétence centrale, mais dans la pratique, il reste un peu travaillé. Les apprenants ont peu d'occasion de parler en français, surtout en dehors de la classe. Cela limite leur capacité à communiquer efficacement, d'où l'importance de créer, à vrai dire, des situations d'interaction authentiques. Donc, notre contribution s'inscrit dans le domaine de la didactique du français langue étrangère et plus précisément dans le champ de la didactique de l'oral. Elle porte sur l'étude du développement et de la compétence communicative orale chez... Excusez-moi, je me permets de vous interrompre, Monsieur Mustapha, mais on ne voit pas votre présentation. Si vous pouvez D'accord. repartager votre écran, merci beaucoup. D'accord. Partager, fenêtre. Voilà. C'est bon? Toujours pas. Ah, Non? non plus. Oui? Non, pas encore, non. Pas encore, d'accord. Désolé. Non. Fenêtre. C'est bon? Alors, double clic, parfait, parfait. Vous pouvez continuer, merci beaucoup. Pardon. D'accord. Donc, voilà. C'est bon? C'est bon, l'écran est partagé? Alors, non, c'est reparti. D'accord, donc je vais voir. Voilà, partage. Excusez ces petits problèmes techniques, Ce n'est pas c'est grave. les aléas du direct. Parfait, là, pour l'instant, c'est parfait. Donc, je pense que D'accord. il ne faut pas le présenter, D'accord. mais le garder Alors, comme... d'accord, merci bien. Comme je l'ai déjà mentionné, cette recherche s'inscrit dans le domaine de la didactique du français et langue étrangère et plus précisément dans le champ de la didactique de l'oral. Alors, elle porte sur l'étude du développement de la compétence communicative chez des apprenants, voilà, débutants, en s'intéressant particulièrement à l'apport des technologies éducatives dans un contexte hétéroglotte marqué par la diversité linguistique. Voilà. La diapositive suivante. C'est bon. Donc, notre public cible est composé d'étudiants de sociologie en première année qui font partie de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université relevant de l'université Ibn Tufayl à Kinitra au Maroc. Leur niveau est débutant et ils rencontrent des difficultés à produire des phrases simples et à s'exprimer spontanément en français. Donc, notre contexte, ou bien le contexte d'apprentissage, se caractérise par une forte diversité, voilà. Il y en a une certaine hétérogénéité. Les étudiants mobilisent quotidiennement plusieurs langues, à savoir la langue maternelle, l'arabe dialectal, parfois l'amazigh et d'autres langues étrangères. Donc, sans que cette richesse plurilingue ne se traduise pas par une réelle maîtrise du français à l'oral. En effet, le français demeure essentiellement une langue scolaire, c'est-à-dire peu investie dans les interactions spontanées, ce qui limite son appropriation communicative. Par ailleurs, les pratiques pédagogiques restent majoritairement centrées sur l'écrit, privilégiant les activités de compréhension et de production écrite au détriment de l'oral. Voilà.
ce qui engendre un développement inégal des compétences langagières. Alors, cette situation entraîne des difficultés chez les étudiants, tant sur le plan linguistique, c'est-à-dire le manque de lexique, les structures hésitantes, etc., que pragmatique, c'est-à-dire la prise de parole, l'interaction, la mobilisation, etc. Et s'accompagne souvent d'un sentiment de ce qu'on appelle l'insécurité linguistique ou d'une peur de jugement. Alors, l'erreur étant fréquemment perçue comme un échec plutôt que comme une étape d'apprentissage, c'est-à-dire dans cette phase où on ne considère pas l'erreur comme un levier, voilà, pour aboutir à des bons résultats. Donc, aussi, il existe le deuxième élément de l'anxiété qui s'intensifie et freine la participation orale. Donc, ce constat met ainsi en évidence la nécessité de repenser les pratiques didactiques et intégrant davantage d'activités orales interactives et contextualisées, susceptibles de valoriser le répertoire plurilingue des apprenants tout en favorisant un climat de confiance propice à l'expression. Jusqu'ici, on met l'accent sur notre problématique principale. On peut dire que malgré les efforts pédagogiques, les apprenants progressent peu à l'oral et le manque d'interaction est un facteur clé. Cela nous amène à interroger le rôle des outils numériques dans la création de nouvelles opportunités de communication. Donc, la question centrale est donc de comprendre dans quelle mesure les technologies éducatives peuvent réellement améliorer la compétence orale. Pour ce qui est des objectifs, il s'agit de mettre en place un environnement d'apprentissage motivant et sécurisant, favorisant la prise de parole des étudiants. Il s'agit aussi d'encourager leur participation active, de réduire l'appréhension liée à l'expression orale et de soutenir le développement progressif de leurs compétences communicatives en français. Pour cela, nous avons adopté un cadre théorique solide qui s'appuie sur plusieurs fondements théoriques. D'abord, nous avons mobilisé l'approche communicative qui met l'accent sur l'usage réel de la langue en situation. Ensuite, l'approche actionnelle, telle que définie par le CECRL, qui considère l'apprenant comme un acteur social, il construit lui-même son savoir. Elle s'inscrit donc également dans une perspective socio-constructiviste, voilà, où l'apprentissage se construit à travers l'interaction avec les autres. Enfin, le rôle du numérique, qui est envisagé comme un outil de médiation favorisant l'engagement, l'interaction et la production orale. Notre terrain, pour ce qui est de notre terrain de recherche, il est inscrit dans un contexte éducatif donc réel, marqué par la prédominance des pratiques centrées sur l'écrit et par l'usage limité du français à l'oral chez les étudiants. Donc, ce cadre constitue un espace d'observation pertinent pour analyser les difficultés liées à la prise de parole et pour expérimenter des dispositifs pédagogiques visant à développer la compétence orale tout en mettant en évidence les enjeux de l'enseignement du français en milieu plurilingue. Donc, pour ce qui est du dispositif pédagogique mis en œuvre, il repose sur l'intégration progressive d'activités orales médiatisées par le numérique, allant de tâches simples vers des interactions plus complexes pour aboutir à une compétence communicative voilà, donc, plus efficace. Donc, pour ce qui est de la méthodologie, elle relève d'une recherche-action menée auprès d'étudiants de première année en psychologie dans une perspective centrée sur le développement de la compétence orale, notre but ultime.
Notre dispositif repose sur un pré-test et un post-test. C'est ce qu'on appelle donc l'input et output. Ces tests oraux afin d'évaluer les progrès des apprenants, complétés par des observations et des questionnaires, ou bien un questionnaire plutôt pour analyser leur comportement et leur rapport à la prise de parole. Donc, les activités proposées s'articulent autour de situations psychologiques concrètes pour rester un petit peu dans le champ d'études de nos étudiants cibles, servant de support à des interactions orales telles que les échanges, la prise de position ou les simulations. Donc, l'intervention s'est déroulée sur 6 séances selon une progression structurée allant de l'exposition à des modèles, à l'interaction, puis à la régulation et au réinvestissement. Donc, on peut dire que cette démarche vise à favoriser un apprentissage actif, à renforcer la confiance des étudiants et à intégrer les outils technologiques comme levier de développement de l'expression orale. Donc, pour ce qui est des activités, nous avons mis en œuvre la première activité. Les étudiants stimulent une interview. L'un joue le rôle du journaliste et l'autre celui de l'étudiant. Ils posent des questions simples et enregistrent leur dialogue notamment. C'est l'aspect de l'enregistrement. Cela permet plutôt donc de travailler la production orale dans un contexte réaliste. Deuxième activité, c'est d'utiliser l'application Kahoot, mais Kahoot, c'est juste pour l'information et a une relation avec avec l'écrit. Mais ici, il est utilisé donc autrement. Les étudiants doivent d'abord produire une phrase à l'oral avant de répondre. Cela transforme un outil de quiz en activité de production orale. La troisième activité, nos étudiants cibles proposent des mots autour d'un thème à l'aide de l'application Mentimeter, puis ils doivent les expliquer à l'oral. Cela favorise le lien entre vocabulaire et expression orale. La quatrième activité, nous avons opté pour les réseaux sociaux, voilà, pour mettre donc un débat simple, voilà, pour favoriser donc la compétence orale. Le débat ici est simplifié avec des expressions guidées. Voilà, vous êtes pour, vous êtes contre. Voilà, vous devez juger votre point de vue, etc. Même les débutants peuvent participer en utilisant des structures simples, comme je pense, je crois, à mon avis, personnellement, etc. Cinquième activité, c'est l'utilisation d'une vidéo donc courte, d'où l'enregistrement en vidéo qui permet aux étudiants de répéter avant de parler, ce qui réduit à la fois le stress et améliore la qualité de la production orale. Une dernière activité, c'est l'interaction avec l'IA, l'intelligence artificielle, à travers des outils comme ChatGPT, qui offre un espace d'entraînement accessible et sans jugement, particulièrement bénéfique pour les apprenants en situation de ce qu'on appelle l'insécurité linguistique, leur permet de poser des questions librement, de reformuler leurs idées et de recevoir un retour immédiat, ce qui favorise, comment dirais-je, donc ce qui favorise l'autonomie et la confiance en soi. De plus, on peut dire que cette interaction soutient un apprentissage individualisé, adapté au rythme de chacun, tout en développant progressivement les compétences langagières, notamment à l'oral, à travers comment dirais-je, des situations de dialogue et des exercices de reformulation. Quelques résultats observés, les étudiants participent davantage et parlent avec plus de fluidité et gagnent donc en confiance.
voilà, il me reste, voilà, donc presque 3 minutes. Donc, pour ce qui est des limites, on peut dire que les résultats dépendent fortement de la manière dont les activités sont conçues et adaptées au contexte plutôt. Et arrivé au terme, on peut dire que les outils numériques sont efficaces pour développer l'oral, mais leur réussite dépend d'une intégration plutôt donc pédagogique réfléchie. Sur ce, voilà. Euh, je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à monsieur le modérateur et merci bien. Je vous remercie infiniment. Merci, monsieur Mustapha. Donc, juste pour rappeler, la session parallèle dans la salle Robert va débuter à 10h30. Donc, je vous remercie encore pour cette communication. Nous allons à présent ouvrir un court temps d'échange avec le public. Si nous avons des questions, sinon nous allons passer directement à la deuxième intervenante. Pas de questions, parfait, d'accord. Alors, parfait. Alors, j'aurais une petite question, s'il vous plaît, peut-être par rapport à ces activités ludiques que vous mettez en place. Certains profils d'apprenants sont-ils moins réceptifs aux activités ludiques? Euh, que faire dans ce cas-là? Oui, Est-ce que, voilà. par exemple, on leur impose cela ou est-ce que vous essayez de faire un peu de différenciation par rapport à ces activités? Oui, bien sûr. Donc, si le problème donc persiste, on opte pour ce qu'on appelle donc la pédagogie différenciée, où on a utilisé donc cet aspect de la pédagogie différenciée pour, voilà, donc, pour rester un petit peu donc sur la même ligne, c'est-à-dire pour avoir une certaine homogénéité de groupe. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Alors, je vous remercie pour votre réponse et ces éclairages. Alors, on reprend. Alors, pour les personnes souhaitant poser des questions, je vous invite à les formuler dans le chat. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec notre deuxième intervenante. Donc, je repartage l'écran. Parfait. Hop là. Et hop là. Donc, c'est Madame France Rousset, occupe actuellement un poste d'assistante doctorante en didactique du FLE à l'Université de Genève. Sa thèse se situe à l'articulation des domaines de l'analyse interactionnelle et multimodale de l'allophonie et de la formation professionnelle. Plus précisément, elle porte sur le développement de la compétence d'interaction d'apprentis allophones en formation professionnelle. Parallèlement à ces activités de recherche, elle contribue à la création de ressources pédagogiques, didactiques, en lien avec l'enseignement-apprentissage du français parlé au Danemark. Récemment, elle a développé le contenu pédagogique de l'application CAP Oral, FLE, qui cible l'apprentissage de l'oral à partir de données de corpus. Donc, votre communication intitulée CAP Oral FLE, une application basée sur les corpus oraux pour apprendre le français parlé au Danemark. Madame Rousseau, à vous la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, Oui. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Et effectivement, je vais parler de mes activités au Danemark en lien avec justement l'utilisation de technologies pour le français parlé. Est-ce que vous voyez mon écran? oui, parfait. Je vais essayer de le mettre en mode présentation. Vous le voyez Oui, en mode présentation? parfait. Merci beaucoup. Parfait. Alors, avant de commencer, je vais rejoindre les autres communicants qui ont chaleureusement remercié. Je m'associe à cela. Vraiment, merci beaucoup pour le comité d'organisation et l'organisation de ce colloque, de le maintenir dans des situations complexes. Donc, merci beaucoup pour cette belle organisation et mise en place. Et donc,
Je vais effectivement parler aujourd'hui de l'application CAP Oral FLE, Corpus Application Oral FLE, CAP vers l'oral, qui est une application basée sur les corpus oraux pour apprendre le français parlé au Danemark. Et donc, pour commencer, je propose de reprendre un peu un constat souvent établi d'apprentissage du français en contexte hétéroglotte. Souvent, ce qu'on a, c'est comme résultat des apprenants qui ont appris le français pendant plusieurs années et quand ils arrivent en France et qui rencontrent le français parlé quotidien, eh bien, on a des situations comme on connaît, Duran et McCall, où on rencontre le « je sais pas », qui déstabilise parce qu'aucune exposition au préalable n'avait été faite à ce français parlé quotidien, ce qui rejoint aussi d'autres études qui ont montré que quand on arrive en France, finalement, on a des difficultés à comprendre ce qui est dit. Et cette communication, elle est finalement entravée, mais ces mêmes apprenants qui ont des difficultés en compréhension, eh bien, finalement, performent trop bien en production. Là, ce sont les travaux notamment de mon collègue Roberto Paternostro, qui explique que finalement, quand il est arrivé en France, il parlait un français trop parfait pour faire français, et on lui disait souvent « mais tu parles vraiment trop bien, tu parles comme un prof, on dirait un livre ». Ici, donc, l'utilisation de normes écrites à l'oral pour échanger. On voit aussi finalement que ce manque de connaissances sur la variation en français donc, impacte la possibilité à comprendre, mais aussi finalement la capacité à interagir. Bref, ce décalage représente une difficulté. On n'est pas forcément bien préparé pour participer aux interactions quotidiennes. Et en contexte hétéroglotte, où le français, on l'entend, on le retrouve uniquement en classe de FLE, l'oral passe souvent aussi par les ressources didactiques que l'on utilise. Et donc, une des ressources didactiques qu'on connaît tous, c'est les manuels FLE. Et donc ici, plusieurs études se sont intéressées. Giroux et Surcouf, il y a plus d'une dizaine d'années, et puis plus récemment, Virginie André, a comparé finalement des manuels FLE et des manuels, donc dans l'étude récente, qui disent que finalement ils mettent en avant l'oral, et puis cette comparaison donc de dialogue de ces manuels avec des extraits authentiques de corpus, révèle que le français présenté ne correspond pas tout à fait à ce qui est réellement attesté dans les corpus. Les choix, notamment des marqueurs discursifs, peuvent être discutables. Bref, finalement, on a un manque du français spontané, du français quotidien. Et ça rejoint ce qu'on avait aussi à disposition dans l'expérience d'enseignement au Danemark, des manuels encore récemment utilisés, où là, on voit que, d'une part, dans le guide pédagogique, nous demande de maintenir le nœud même en production, parce que justement, on est loin du contexte francophone, donc on peut remettre cela en question. Et puis, des extraits de manuels qu'on connaît tous, ça rejoint exactement ce qui a été avec le maintien du nœud de négation, aucune sensibilisation aux assimilations, je suis ou j'ai pas pu voir, bref. Et donc, force est de constater en contexte danois que la remarque d'Andersen d'il y a plus de 20 ans qui disait qu'enseigner une norme écrite à des élèves qui sont censés communiquer à l'oral est une contradiction, est encore d'actualité. Et en parallèle à finalement l'utilisation des manuels, ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup d'élèves en contexte hétéroglotte, notamment au Danemark, utilisent des applications. Et donc, on s'est intéressé récemment au contenu proposé des applications. Et donc, dans une étude de 2 applications, dont Babel, on a regardé les dialogues présentés. Et effectivement, ce qu'on retrouve, c'est qu'on a des situations quotidiennes présentées, une situation ici que vous avez à l'écran entre 2 amis qui interagissent. Et on va retrouver quelques caractéristiques du français parlé, notamment des questions par intonation, tu vas bien, quelques marqueurs discursifs, des dislocations par-ci, par-là. Par contre, on retrouve aussi
un manque de sensibilisation aux phénomènes phonologiques, notamment le « je suis » qui est maintenu « je suis », pas de sensibilisation à « je suis », identique avec et la petite Émilie et non pas la petite. Bref, finalement, ce qui ressort, c'est que le contenu de ces applications se rapproche grandement des finalement dialogues que l'on peut trouver dans les manuels FLE traditionnels. Comment faire alors? Eh bien, ces dernières années, nous avons vu la mise en place l'élaboration de la constitution de grands corpus oraux de français. Les corpus, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que je pense que ça va revenir toute la journée et c'est quand même un des grands thèmes. Mais en tout cas, ça permet d'exposer les apprenants en français tel qu'il est réellement parlé. C'est interrogeable aujourd'hui le tout sur nos ordinateurs. Ça permet d'observation des faits concrets. Et donc, pour le FLE, ici j'en ai pris quelques-uns, c'est les corpus qui ont servi notamment pour l'application. Des corpus qui sont, pour certains, didactisés, comme par exemple l'APIFLE, et d'autres qui sont adidactisés ou qui sont encore en voie de didactisation, comme Ofrom par exemple. Et donc ici, nous, l'idée qu'on avait, c'était d'essayer d'allier technologie, si l'on veut, ou popularité des applications chez les élèves, avec avancée de la recherche en français parlé, notamment avec les données de corpus. Et donc, c'est comme ça que Caporal FLE a vu le jour. Au départ, un projet pilote qui maintenant est plus implémenté et qui va connaître un volet numéro 2 cette année. Mais au départ, donc, c'était un projet en partenariat avec l'Institut français au Danemark. Et puis, nous étions un trio, donc ce n'est pas une énorme équipe derrière. Donc, quand même, mentionner mes deux collègues, Emmanuel Zimmer de l'Institut français, justement, qui a développé tout le codage de cette application, et l'identité visuelle qui a été donc exclusivement préparée ou conçue pour un public jeune au Danemark, Clément Castillo. Donc, cette application, elle s'adresse à des jeunes lycéens de niveau A2, B1, à partir d'A2, on peut dire, et elle comprend 3 volets. Des activités interactives qui sont en fait une découverte du français parlé quotidien, je vais y revenir. Ce qu'on a appelé des tâches communicatives, ce qui est un grand mot au Danemark, un concept bien aimé, mais en fait c'est interagir ensemble. Et un volet vers l'examen. Au Danemark, l'examen est oral en fin du lycée, mais je ne vais pas le développer ici. Donc cette application, gratuite au passage, eh bien, comprend un thème pour le moment, la jeunesse, qu'on a décliné en sous-thème. Et donc, pour procéder au développement des activités interactives, donc de découverte du français parlé, ce que nous avons fait, c'est eh bien, interroger les corpus à disposition sous différents angles. Nous avons cherché à la fois des items lexicaux en lien avec la jeunesse, à partir d'études sur le langage des jeunes, on a cherché des marqueurs discursifs. Bref, nous avons procédé à une sélection de certains extraits dans le corpus que nous avons ensuite analysés. Donc, vous voyez ici un exemple d'annotation de manuel d'extraits de corpus afin de faire ressortir finalement une liste de fréquences des phénomènes les plus fréquents du français parlé qui revenaient et d'en procéder à une sélection pour notre public, donc jeunes danois, contexte hétéroglotte, qu'est-ce qui faisait finalement plus sens de conserver ou pas. Et donc, à partir de cela, eh bien, nous avons conservé quelques caractéristiques du français parlé qui vont s'afficher dans un instant, et nous avons didactisé les extraits de corpus en format interactif H5P, ce logiciel qui permet donc, vous allez le voir dans un instant, d'avoir à la fois des vidéos interactives et autres. Donc, concrètement, actuellement, il y a une trentaine d'exercices. Vous avez vu qu'on a essayé de cibler à la fois des phénomènes phonologiques, notamment les assimilations, ou ya, ta, ou encore suis et la chute du schwa, samedi et autres. Des phénomènes syntaxiques aussi, donc la négation avec pas, l'utilisation de on à la place de nous, et puis aussi avec finalement le lexique des jeunes,
nous n'avons pas pu résister à la tentation de proposer des extraits. Il y avait de beaux extraits de corpus en lien avec le verlan, et puis le petit mot très utilisé par les jeunes, genre actuellement, qui se décline en plein de sens différents. Virginie André pourra vous en parler plus largement sur le petit mot genre et ses déclinaisons dans les interactions. Donc, concrètement, ces exercices eh bien, ressemblent à cela pour la partie découverte des corpus. Vous voyez, donc on a à chaque fois mis en contexte, rajouté donc des vidéos interactives où on a des boutons pour pouvoir avancer vraiment à son rythme, hein, des boutons ici pour écouter, pour réécouter. Il y a des questions pop-up qui viennent ici, ici c'est en lien justement à reconnaître il y a et la différence entre il y a et donc la variation du français parlé, possibilité de réécouter. Nous avons aussi des memory games et à chaque fois, ça termine par une partie, l'exercice 10, c'est un exemple, plus méta pour consolider finalement ce qu'ils ont découvert sur l'application, parce que l'idée, c'est que ce qu'ils découvrent ici dans l'application, ils vont pouvoir le réutiliser en classe et en discuter. Donc, partie plus méta de ce que je retiens de cette découverte du français parlé. Et donc, en parallèle à ces découvertes, nous avons développé des tâches communicatives, si l'on veut, mais des images finalement panoramiques 360 degrés, je vais montrer un exemple dans un instant, qui permettent sur l'application, cette fois-ci, d'essayer d'utiliser la langue, d'interagir, parce que ce qui souvent revenait, c'était que nos collègues nous disaient que quand les élèves prennent la parole, c'est pour présenter un exposé. C'est de l'écrit oralisé, c'est de la préparation. Et donc, on a essayé de mettre en place des défis, ce qu'on a appelé des défis ici, via l'application. Donc, on retrouve notre thématique de la jeunesse. Et vous voyez, je vais essayer de le faire bouger. Voilà, donc sur l'application, vous avez un contexte immersif en lien avec les thèmes abordés dans la découverte du français parlé. Et puis ensuite, des défis qui s'affichent. Donc, par exemple, ici, vous pouvez cliquer sur un défi. Il y a ce qu'il faut réaliser. Et puis ensuite, l'idée, c'est qu'ils interagissent ensemble sans passer par l'écrit. Alors, ils peuvent noter des mots-clés, mais interdiction de noter des phrases. Et l'idée, c'est vraiment d'entraîner ce français spontané. Ils peuvent ensuite s'enregistrer et ça reste sur leur téléphone. Donc, c'est vraiment aussi pour mesurer pour aussi avoir une trace de leur apprentissage, pouvoir se réécouter et voir. Et ensuite, voilà, quand on a réussi le défi, c'est la suite, il passe en vert et ça continue, ainsi de suite. Alors, quand on a quand on a testé finalement cette application, elle est utilisée actuellement, j'ai pas le nombre en tête, mais dans plusieurs établissements un peu partout au Danemark. Mais au départ, il y avait 3 classes qui ont joué le jeu de tester l'application et de donner un feedback sur leur utilisation, leur impression. Et on s'était donc demandé quand même, eh bien, est-ce que ça fonctionne d'utiliser les corpus avec un public jeune et est-ce que finalement qu'est-ce qu'ils vont dire de notre application avec ces extraits et puis est-ce que ça permet d'aller vraiment vers une optimisation ou de l'oral et puis du français parlé. Alors, quand on l'a testé, hein, donc vous voyez ici, simplement, on avait fait un pré-test avant. Ensuite, ils ont testé les différentes activités. Et puis, les tâches communicatives montrées juste avant, eh bien, normalement, restent sur leur téléphone. Mais là, on voulait justement savoir si ça fonctionnait. Donc, on a récolté ces données. Et on a récolté aussi précieusement les feedbacks à la fois des élèves, mais aussi des enseignants qui testent cette application. Et donc, ce qu'il en ressort au niveau justement de la question du ressenti de la confrontation avec le français authentique, ce qui est ressorti, alors c'est écrit en danois, mais c'est facile, le bleu c'est cool, donc on va le comprendre. C'est finalement, ils ont dit que, écoutez, du français parlé quotidien, c'était cool, c'était en vert, vous allez avoir spannende, intéressant, motivant. Certains en rouge disent que c'est un peu difficile, mais c'est pas la majorité finalement. Donc, ça veut dire que c'est faisable et c'est plutôt finalement plaisant
pour eux en tout cas déjà, c'est pas une résistance de la part des élèves. Et la même question était posée, mais c'était comment finalement d'interagir avec ton camarade, de discuter en classe avec l'application. Et là, ce qui ressort en violet, c'est short, c'est drôle. Donc c'était finalement qu'ils ont bien aimé discuter, c'était aussi intéressant. Alors certains en bleu, on retrouve que c'était un peu difficile, mais finalement, c'est pas ça, ça. Ils n'ont pas vu ça comme bloquant, ils n'ont pas été dans une situation de stress, mais au contraire, plutôt de ah, c'est amusant, on arrive à discuter, en plus ça bouge. Enfin, c'était assez finalement intéressant. Et puis la question de savoir, mais est-ce que c'est bien si ça leur plaît, mais nous, on veut savoir si ça joue quand même sur leur sensibilité au français parlé. Et donc, je vous disais tout à l'heure qu'on a récolté les tâches communicatives lors de la phase test. Et ce qui est ressorti dans plusieurs extraits qu'on a analysés et transcrits, vous avez un exemple ici. C'est un exemple, donc ils sont en train de discuter du défi, j'ai montré tout à l'heure avec les symboles français, sujet très discuté en classe. Et donc ici, on a deux apprenants, on a 009 et 008 qui discutent, qui ouvrent le défi, et 009 qui dit oui, et puis 008 qui dit ah, tu as des exemples là oui, on peut commencer avec des exemples de symboles, oui, peut-être. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après, c'est 009 qui dit oui, il y a deux. Et c'est intéressant parce que dans les activités de découverte, il venait de faire l'activité avec les réductions de il y a en ya et il qui devenait i. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que 008 va initier, sans dire explicitement, mais simplement en faisant ouh, stop. Et ici, c'est 009 qui va finalement reformuler et reprendre oh, il y a. Et donc, c'est effectivement, c'est immédiatement, c'est un effet immédiat, il faudrait voir de manière longitudinale, mais en tout cas, il y a cette prise de conscience et cette capacité finalement à reconnaître la variation de il y a, et c'est revenu avec aussi tu as, t'as, c'est revenu avec la négation. Donc, il y a cette prise de conscience, l'oreille qui finalement devient de plus en plus sensible à ces caractéristiques du français parlé. Et donc, finalement, ce qu'on peut dire ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en contexte danois, finalement, eh bien, on a cette nécessité de présenter le français parlé quotidien pour éviter d'arriver à des situations présentées au début de la communication avec finalement difficulté de comprendre ce qui est dit et puis parler avec les normes de l'écrit. Donc c'est nécessaire. Et puis ce qu'on a aussi montré avec ce projet pilote, c'est que eh bien, c'est faisable d'utiliser des corpus authentiques, des données authentiques, et ce, dès un niveau débutant, hein, parce qu'ils ont un niveau A2, certains vers le A2. Donc, c'est pas tant la question finalement du document authentique, c'est la manière dont c'est présenté, effectivement, la didactisation qui va jouer un rôle certainement, mais aussi en tout cas, on n'a pas joué du tout sur la vitesse, c'est la vitesse réelle des documents authentiques. Donc, voilà. Et puis, dernier point, c'est que cette application peut agir comme levier pour finalement dynamiser ou redynamiser l'enseignement ou la place de l'oral en classe de FLE en contexte hétéroglotte. Et je vais terminer avec quelques témoignages ici, enfin 3 témoignages d'enseignants qui ont testé l'application dans leur classe, qui disent que finalement, certains élèves qui normalement ne prennent pas trop la parole, qui sont stressés à l'idée de lever la main en général, eh bien, via l'application, ont été un peu plus captivés par le concept, mais ensuite, après avoir réalisé à la fois des tâches communicatives et autres, eh bien, ont été plus captivés par cela et ont pris plus d'assurance pour être plus actifs ensuite en cours, lever plus la main, par exemple. Et puis, d'autres enseignants, et ça revient ici avec l'enseignante qui est dans l'encadré du milieu, qui dit que ben, souvent, la difficulté, c'est de trouver ces documents authentiques quand on veut l'utiliser, et encore faut-il les trouver. Et qu'ici, justement, l'application, eh bien, elle l'utilisait avec grand plaisir parce que c'était le langage authentique et des conversations authentiques qui étaient présentées. Ça lui permettait d'avoir un enseignement plus authentique. Et enfin,
une autre élève et une autre enseignante qui a trouvé que ces élèves finalement devenaient un peu plus avaient retrouvé un peu de motivation pour le français, souvent avec ces représentations du français: «Ah, c'est la grammaire, c'est tout ça» et ben là, finalement, ils étaient ravis de découvrir des exemples du français parlé et ils ont l'impression d'être plus proches du français moderne. Ça casse un peu cette idée que le français, c'est quelque chose de traditionnel et voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter ici avec Caporal Fleu et avec quelques références. Merci infiniment pour cette présentation. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à quelques échanges. Nous avons une question de Monsieur Jean-Marc qui demande serait-il possible d'intégrer dans nos classes de FLE des exercices de verlan ou tout autre type de registre de la langue pour nos apprenants jeunes ou des paroles de rap, voire des extraits de chansons type verlan pour les préparer à différentes situations communicationnelles? Alors, la réponse, courte est oui. C'est effectivement, alors que ce soit, via des chansons de rap, alors évidemment, hein, peut-être le conseil avec les chansons, c'est qu'il faut identifier le passage, il faut, hein, faire attention à la préparation et didactisation, peut-être cibler qu'une partie des chansons, notamment où on a plusieurs utilisations de verlan. L'avantage des corpus, c'est que ce sont souvent des extraits très courts, où on retrouve du verlan aussi, hein, notamment sur Wolfram, vous allez en avoir, mais sur Fleuron, il y a par exemple Ouf et ces choses-là qu'on retrouve assez facilement. Donc après, l'idée effectivement, c'est des situations qu'ils vont rencontrer une fois en contexte finalement francophone avec leur père. Hein, les jeunes vont utiliser spontanément ce verlan. Donc effectivement, oui, c'est possible de l'utiliser. C'est possible de l'utiliser via, des chansons, là il y en a plein, ou via même les corpus qu'on peut donc, didactiser et l'avantage des corpus pour là, c'est qu'on peut avoir des extraits vraiment courts qu'on peut répéter, réécouter, alors que avec les chansons, ça demande peut-être de découper un peu la chanson, d'identifier ces moments-là pour, les travailler. Oui, mais Merci oui, beaucoup. c'est Une autre nécessaire. question, alors c'est les enseignants ont-ils suivi une formation pour les sensibiliser eux-mêmes aux variations du français parlé? Avez-vous rencontré des réticences Mmh. de la part des enseignants lorsque le projet initialement a été proposé? Merci. Ah oui, merci beaucoup pour cette, question parce qu'effectivement, hem, l'idée de, montrer finalement les documents authentiques et de, faire passer le questionnaire aux élèves, est-ce que c'était trop difficile? Eh bien, en fait, après, quand on a retrouvé que les élèves disaient que: «Bah, non, c'est cool, c'est bien», ça a permis de retourner vers certains enseignants qui, au départ, étaient un peu réticents. Parce que c'est vrai que quand on arrive en disant: «On va utiliser le français authentique», faut reconnaître que, il y a certains enseignants qui sont partants, mais la majorité, ils sont plus un peu sur, et c'est normal, hein, c'est l'inconnu, c'est le français quotidien, on n'a pas toutes les clés parfois pour, déchiffrer ce qu'il dit. Donc oui, il y avait, au départ une petite réticence, de certains enseignants et ensuite ça s'est débloqué en voyant finalement que les élèves, ben, rencontraient pas, forcément des difficultés, avec, ce type de document. Et oui et non pour la formation des enseignants en préalable parce que, dans certains enseignants qui ont testé, ils venaient de sortir, de leur formation à l'université de Danemark, donc de Copenhague, donc ils venaient d'avoir cette sensibilisation. Donc ce qui a été un petit peu plus, facile pour nous d'aller implémenter là. Mais effectivement, alors, non, donc on n'a pas effectivement, on a proposé par la suite un workshop pour, travailler un retour sur l'application et travailler sur l'utilisation des corpus de manière plus générale, mais on n'a pas, obligé, en tout cas, à suivre une formation et c'était après, coup. Ouais. Merci beaucoup. On va Mmh. peut-être prendre une dernière question et on va essayer de jumeler les deux en même temps. Une autre question, c'est est-ce que vous envisagez de recueillir des données Mmh. spécifiques pour cette application, un corpus de français parlé par les ados, mais à l'issue de cette expérience, avez-vous remarqué une progression chez vos apprenants? Et dernière question, il vous reste quelques secondes. Merci infiniment.
Et de faire concis, ouais, alors Virginie, ouais, merci pour, ta question. Effectivement, ben, j'aimerais bien effectivement récolter. Alors comme je l'ai fait pour j'ai déjà une partie de départ pour, dans les 3 classes implémentées au départ, c'était pour tester, donc j'ai déjà des données ici. Mais effectivement, ce serait une super idée s'il y avait la possibilité de retourner et de maintenant que l'appli est plus, intégrée, ça ferait un joli corpus effectivement de parler, non natifs apprenants. Donc oui, la réponse est pourquoi pas. C'est pas forcément, pour le moment, on était plus dans l'idée de développer le volet 2, mais peut-être qu'en développant le volet 2, on pourrait aller, en même temps récolter les données. Ce serait intéressant. Et dernière question rapidement. Oui, le progrès des apprenants, alors, on n'a pas, c'est difficile d'évaluer le développement de compétences interactionnelles, mais ce qu'on peut voir, c'est notamment la prise de conscience, la sensibilisation, la reconnaissance, de certains phénomènes. Et donc oui, ça, on l'a clairement vu, et les enseignants d'ailleurs nous l'ont dit aussi, qu'ils ont vu qu'il y a cette sensibilité et une, ouais, plus de sensibilité à la variation, donc prise de conscience. C'est comme ça qu'on peut voir, et puis plus d'assurance à prendre la parole. Mais on n'a pas des mesures, Concrète. Merci concrètes. infiniment. Merci beaucoup Merci. pour vos réponses et cet échange. Nous C'est cool. accueillons à présent notre troisième et dernière intervenante de cette session. Je repartage mon écran, pardon. Hop là. Alors, nous avons... Pardon. Hop là. On arrive à voir. On a un petit souci, pardon. J'ai un petit souci de partage. Excusez-moi. Je repartage. Hop là. Oui. Alors, Valérie Lambert est docteur en linguistique de Sorbonne Université, qualifiée section 7, est professeure certifiée de lettres modernes et chargée de cours en sciences du langage à Nanterre Université. Elle est également préparatrice au concours des instituts nationaux polytechniques, formatrice CASNAV pour l'Académie de Versailles. Elle a en charge l'accueil des élèves allophones dans le département du Val d'Oise et la formation des professeurs du second degré. Madame Valérie Lambert, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour le comité organisateur. Donc, je vais commencer le partage d'écran. Alors, je vais couper la vidéo, excusez-moi. Hop. Donc, normalement, vous devez voir mon écran, je pense. Hop. Donc, voilà. Donc je réitère moi mais également hein, donc, tous mes remerciements au comité organisateur, tout le travail qui a été effectué. Je vais vous présenter donc, un projet de télécollaboration donc, comme levier de l'oral spontané en FLE, donc qui est un projet franco-égyptien et apprentissage entre pairs. Alors, cette communication donc, se propose de présenter un projet collaboratif entre un atelier d'expression orale que j'anime à l'Université de Paris-Nanterre et une classe d'apprenants de FLE, donc au Centre d'études de langue française de Mansoura, qui est rattaché à l'Université de Damiette et dont les cours sont assurés par Madame Mena Abdel Maksoud, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Damiette et donc avec qui nous menons ce projet. Cette télécollaboration, donc, elle a pour objectif d'analyser les effets d'un dispositif de télécollaboration sur l'engagement, la prise de parole des étudiants natifs ou non, et sur le développement de la compétence interactionnelle en français chez des étudiants étrangers. En effet, en Égypte, dans un contexte hétéroglotte, l'accès à des interactions authentiques en langue cible est très souvent limité et peut constituer un frein au développement des compétences orales en FLE. Ceci s'explique, hein, comme ça a été expliqué dans les communications précédentes, hein, par le fait que l'enseignement de l'oral reste encore largement influencé par une norme écrite et semble laisser peu de place à la spontanéité, à la variation et à l'engagement interactionnel.
Donc, dans ce contexte, la télécollaboration peut apparaître comme un dispositif prometteur permettant non seulement de mettre en relation des étudiants locuteurs natifs et apprenants issus de contextes différents, une mise en contact interculturelle, mais aussi de favoriser des échanges authentiques et des pratiques langagières diversifiées. Donc ainsi, nous nous demanderons dans quelle mesure la télécollaboration peut constituer un levier efficace pour le développement de l'oral spontané en contexte hétéroglotte. Alors, pour ce faire, on verra tout d'abord dans une première partie donc, comment on a pu concevoir donc, le dispositif de télécollaboration, donc en favorisant l'oral spontané. Ensuite, nous analyserons les apports de la télécollaboration dans le développement de l'oral, avant d'envisager dans une dernière partie les limites du dispositif et les conditions d'efficacité de ce dernier. Alors, pour donc concevoir ce dispositif de télécollaboration, on a mis en place donc, un partenariat avec ma collègue, maître de conférence en Égypte, donc un partenariat entre contexte homoglotte et hétéroglotte. Donc, ce projet repose sur une collaboration donc, entre mon atelier d'expression orale entre Nanterre Université et les apprenants de Mansoura. Donc ce dispositif va mettre en relation un groupe d'environ 12 étudiants francophones, hein, qui sont les miens, et 10 apprenants égyptiens. Donc ce sont des petits effectifs, parce que c'est dans le cadre d'ateliers, hein, donc les étudiants en fait s'inscrivent sur la base du volontariat, donc ce qui peut expliquer aussi une très grande hétérogénéité des niveaux. Alors la plupart ont quand même un bon niveau, hein, enfin ils ont un niveau B1, mais on a accepté tout le monde, hein, même les A2, parce qu'on s'est dit bon c'était l'objectif, hein, c'était de pouvoir faire parler un maximum de personnes. Et donc l'atelier s'inscrit dans le département donc LEA, hein, langue étrangère appliquée, et donc repose sur le volontariat parce que ça va favoriser une implication plus forte des participants. Les séances avaient lieu en soirée aux alentours voilà, de 17-18 heures selon les contraintes horaires des deux pays, donc pour une durée d'environ 2 heures. Et donc elle se déroulait donc en salle informatique et reposait sur l'utilisation d'outils numériques, hein, notamment la plateforme Google Meet, qui permet la mise en relation synchrone des apprenants. Donc, ce partenariat met ainsi en présence deux contextes d'apprentissage complémentaires. Un contexte homoglotte, dans lequel les étudiants évoluent dans un environnement francophone, et un contexte hétéroglotte, où l'exposition au français reste assez limitée. Cette mise en relation va permettre tout d'abord une exposition directe à un français authentique, hein, tel qu'il est réellement pratiqué par des locuteurs natifs, en dehors des normes souvent simplifiées ou standardisées des manuels. Les apprenants égyptiens sont ainsi confrontés à des formes variées de la langue orale, incluant des hésitations, des reformulations ou encore des marques d'oralité. Donc ça va également favoriser donc une mise en contact interculturelle qui va enrichir les échanges au-delà de la simple dimension linguistique. Les étudiants sont amenés à comparer leurs pratiques, leur mode de vie ou leurs représentations, ce qui contribue à donner du sens aux interactions et à renforcer la motivation. Et donc, par ailleurs, ce dispositif va permettre une diversification des rôles interactionnels. Les étudiants francophones ne sont plus uniquement dans une posture d'apprenant, mais deviennent aussi des interlocuteurs, voire des médiateurs linguistiques, tandis que les apprenants FLE prennent une place plus active dans l'échange. Enfin, cette configuration crée un cadre sécurisant et stimulant, dans lequel les apprenants peuvent prendre la parole sans pression. C'est un atelier, donc il n'y avait pas d'évaluation. Et donc, le fait de communiquer avec des pairs dans un contexte semi-institutionnel contribue à réduire l'anxiété et donc à favoriser la prise de risque langagier.
Parce que justement, le fait que ce soit un petit comité, voilà, ça permettait même aux plus timides voilà, de prendre la parole. Et puis devant l'ordinateur, hein, c'était aussi plus facile parce qu'ils se retrouvaient face à face. Donc ainsi, cette mise en relation ne se limite pas à un simple échange linguistique, mais constitue un véritable levier pour engager les apprenants dans une interaction authentique, dynamique et porteuse de sens. Alors, le dispositif va reposer sur la mise en place d'activités dans lesquelles les apprenants sont considérés comme des acteurs engagés. Donc, ces activités vont s'organiser selon un continuum allant d'activités à dominante communicationnelle à des activités à dimension plus culturelle, favorisant donc l'échange de savoir et de représentation. Alors, dans les activités communicationnelles, hein, donc favorisant la spontanée, on va avoir donc le dispositif va proposer des activités centrées sur le quotidien, visant à libérer la parole et encourager une prise de parole spontanée. Alors, je reprécise, hein, l'atelier se déroule donc en salle informatique et donc donc là, il s'avère qu'ils étaient 12, donc 10. On a pu faire des petits groupes de 2. Donc, chaque étudiant francophone a donc été en groupe, donc avec un étudiant égyptien, donc via l'écran, hein, via la plateforme Google Meet. Et donc, à deux, donc, on mettait en place donc, ces activités. Euh, voilà, donc par exemple, on avait donc l'activité une journée dans ma vie. Donc là, les deux participants, enfin donc l'apprenant francophone et l'étudiant en FLE donc pouvait échanger donc voilà, donc c'était assez libre, hein. On a donc une journée dans leur vie, voilà, pour parler un peu librement. L'objectif étant voilà, de s'exprimer sans prise de notes, enfin le plus spontanément possible, hein, sans voilà. Donc le speed chatting, donc ça c'était une activité assez rigolote qui avait assez plu à tout le monde puisque ça considérait donc il suffisait donc ça permettait de multiplier les interactions en un temps limité, donc en changeant régulièrement d'interlocuteur. Donc en fait là, ce qui se passait, c'est que les étudiants se déplaçaient dans la salle informatique et pour changer d'interlocuteur, donc changer d'écran d'ordinateur. Donc ça, les étudiants avaient bien apprécié, ils trouvaient ça assez rigolo. Et donc ce format favorisait la désinhibition et l'automatisation de la prise de parole. Excusez-moi. Enfin, donc, on avait aussi des discussions déclenchées, donc à partir de questions ouvertes ou ludiques telles que tu préfères. Toujours dans l'objectif de réduire l'anxiété et d'encourager des réactions donc spontanées. Ces activités avaient pour objectif de favoriser la réactivité et d'encourager la prise de parole sans préparation préalable. Dans un second temps, on est passé à des activités à dimension culturelle et réflexive. Mais bon, alors, pour mettre en place la différenciation, hein, chaque binôme pouvait choisir en fonction du niveau, hein, parmi les activités proposées. Donc, pour ceux qui étaient plus avancés, donc le dispositif intègre également des activités à visée culturelle, donc qui permettaient d'enrichir les échanges et de donner davantage de profondeur aux interactions. Alors pour le coup, on pouvait préparer donc des petits débats littéraires. Alors dans ce cas, parce que bon là, l'improvisation totale, c'était un peu difficile, donc on pouvait annoncer le type de débat, ou alors les étudiants pouvaient proposer des débats sur lesquels ils voulaient un petit peu travailler, voilà, reprendre par exemple des réflexions qu'ils avaient pu avoir en cours, voilà, et donc ils pouvaient préparer un petit peu le vocabulaire chez eux, mais quand ils se retrouvaient pendant l'atelier, hein, l'objectif de l'échange, hein, c'était voilà, d'avoir peut-être une feuille, donc une prise de notes, mais sans texte entièrement rédigé. Alors, parmi les exemples de débats littéraires, hein, donc on avait donc ce qui avait été proposé, donc Madame Bovary, donc ou les fleurs du mal, hein, donc des œuvres immorales, donc qui invitaient les apprenants donc à exprimer leur point de vue, à argumenter, puis à réagir par rapport à celui de son binôme. Donc ça permettait de développer des compétences discursives un peu plus élaborées.
On pouvait même aller sur des débats artistiques. Ce qu'on pouvait ressentir par rapport à une œuvre, hein. Donc là, par exemple, c'était la comparaison de deux œuvres. Alors, soit c'est moi qui donnais les supports, soit c'était les étudiants qui les préparaient avant. Donc ça, c'était vraiment au choix. Enfin, l'atelier était quand même assez libre là-dessus. Par rapport au débat artistique, hein, c'était pareil. L'objectif, demander aux élèves de s'exprimer, de donner leur avis à partir de supports qui mettent en avant par exemple, l'enrichissement d'une culture par rapport à une autre. Donc là, dans ce cas-là, c'était de montrer comment les estampes japonaises avaient pu influencer donc l'impressionnisme. On pouvait aussi mettre en place donc des speedbookings, donc défendre une œuvre qui avait plu. Donc là, j'avais proposé donc Marcel la poupée. Alors l'intérêt, c'est qu'il y avait que l'autrice avait proposé aussi une version pour avec enfin plus débutant. Donc ça permettait d'avoir donc de partir du même texte, de la même histoire, mais d'avoir une adaptation plus facile pour ceux qui avaient un peu plus de mal avec donc le français. Donc l'élaboration d'un journal vidéo et donc d'une promenade littéraire aussi. Alors la promenade littéraire, ça avait été inspiré donc d'un projet qui avait été fait par la ville du Havre en 2014, donc par Sonia Anton, donc maître de conférence en littérature française à l'université du Havre, et qui avait proposé de créer une promenade littéraire, c'est-à-dire que 20 bancs étaient placés dans la ville avec des lieux significatifs qui étaient mentionnés dans la littérature. Donc là, on avait essayé de faire un petit peu pareil, alors avec bien sûr des variantes, hein, c'est-à-dire que là, par exemple, c'était sur les traces de Zola. Donc l'étudiant français avait pu, par exemple, mettre en parallèle un extrait et les grands magasins. Et donc à partir de là, voilà, expliquer un petit peu donc le contexte à l'apprenant et donc l'apprenant pouvait donner, enfin pouvait réagir par rapport voilà, à ce qu'il découvrait, et donc poser des questions. Donc on avait fait la même chose avec donc la bête humaine à la gare Saint-Lazare, voilà. L'ensemble de ces activités donc, a permis de mobiliser donc, des pratiques langagières authentiques, hein, puisque en fait tous ces supports étaient prétextes, hein, donc, pour démarrer donc, une conversation au sein du binôme, donc tout en favorisant l'implication personnelle des apprenants, hein, donc ils pouvaient donc partir faire des recherches pour préparer eux-mêmes les supports. Donc elle contribue donc à inscrire la production orale, hein, dans des situations contextualisées et porteuses de sens. Et donc, en multipliant donc les situations de communication variées, le dispositif vise à créer un environnement à la fois donc, sécurisant et stimulant, donc propice à l'émergence d'un oral spontané. Alors, les apports. Donc l'analyse du dispositif, à travers voilà, les observations, ce que j'ai pu voir au niveau des productions, hein, des étudiants et puis la perception des apprenants à partir d'un questionnaire, met en évidence plusieurs évolutions significatives chez les apprenants. Donc une attention particulière a également été accordée à l'engagement des apprenants et à leur évolution au fil du dispositif. Voilà, et puis donc tout ça, ça a été complété par des questionnaires permettant de croiser les points de vue des étudiants. Donc alors ce qui va ressortir, c'est que voilà la désinhibition, excusez-moi, donc est l'un des résultats les plus probants. Donc ça tient aussi au fait que le cadre était non évaluatif et donc on a pu voir au fur et à mesure donc un allongement des tours de parole, ce qui traduit donc une réduction de l'anxiété et une diminution des silences et des hésitations bloquantes au début, hein, parce que parfois ils n'osaient pas trop parler au début, il a fallu quand même un petit temps. Voilà, donc l'erreur était devenue acceptable, hein, une prise de risque langagier avec une participation plus équilibrée des apprenants. C'est-à-dire que les apprenants sont passés progressivement d'un rôle un peu passif, hein, parce qu'au début, bon, ils n'osaient pas trop, et à un rôle d'acteur de l'interaction. Alors, donc, 2 petits témoignages, hein, qui sont revenus dans les questionnaires. Donc, au début, j'avais peur de parler, mais c'était plus facile parce que ce n'était pas un cours.
Donc voilà. Et puis j'ai moins peur de faire des erreurs parce que l'autre étudiant fait aussi des erreurs. Donc voilà, donc ça permet aussi un petit peu de dédramatiser, hein, et de montrer que l'erreur, bon, c'était une phase transitoire, hein, qu'ils étaient dans l'interlangue, donc c'était tout à fait normal. Donc le fait, donc c'est rassuré. Ensuite, l'évolution, donc ce qu'on a pu voir également, donc c'est l'évolution donc de l'engagement des étudiants. Donc le retour des apprenants montre une motivation accrue, un sentiment d'utilité, une implication personnelle plus forte, hein. Donc j'avais envie de parler parce que je voulais comprendre l'autre. Et puis c'était comme une vraie conversation, pas un exercice. Donc ça c'était le fait que les supports, hein, pouvaient être fabriqués par les étudiants eux-mêmes. Donc la dimension, et puis donc ça les intéressait aussi, hein, de faire des petites recherches culturelles dans la ville. Donc la dimension interculturelle joue ici un rôle clé dans l'engagement. On a pu également observer, donc je me dépêche, donc des reformulations, on a pu vu un développement de la compétence interactionnelle, hein, par exemple avec des reformulations spontanées, des demandes de clarification, hein, donc au sein du binôme, hein, parfois je les entendais donc discuter entre eux, donc tu peux répéter, voilà, donc ils utilisaient aussi les gestes, parce qu'avec la caméra, tout ça, donc on avait les gestes, donc la paraphrase également. Donc ces éléments témoignent d'une appropriation progressive des mécanismes de l'interaction réelle. Et donc les étudiants ont pu apprendre à interagir, s'adapter, co-construire le discours entre eux. Donc cette expérience a permis une exposition pour les apprenants égyptiens à un français oral authentique, hein. Les étudiants français utilisent un français non normatif, hein. Leur production orale présentait davantage d'hésitation naturelle, des autocorrections. Il y avait aussi le phénomène de chevauchement de parole. Donc ces phénomènes, souvent absents en classe traditionnelle, indiquent une entrée dans un oral un peu plus authentique. Les apprenants égyptiens ont été confrontés à des formes réelles de l'oral, donc ce qui a eu pour effet donc une meilleure compréhension de la langue parlée et une réduction du décalage avec les manuels. Voilà, alors les limites et conditions d'efficacité du dispositif, hein, donc bien sûr, les contraintes techniques et organisationnelles. Alors ça, voilà, quand on n'a pas de connexion internet, ça marche pas. Donc ça, c'est vraiment compliqué. En Égypte, il pouvait avoir des coupures d'électricité, donc c'était ça aussi, hein, la gestion du temps, de tout mettre en route. Ça avait été un peu difficile, hein, au début. Et puis la coordination des groupes, parce que comme les étudiants avaient des niveaux hétérogènes, il a fallu quand même ajuster. Donc ça faisait donc justement partie donc d'une deuxième contrainte, hein, l'asymétrie des niveaux et des compétences. Donc les différences linguistiques. Alors officiellement, les étudiants étaient censés avoir donc sur le papier donc un niveau B1, B2, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'était voilà, donc avec comme on acceptait tout le monde, voilà, les A2, bon, parfois c'était un peu plus difficile. Donc il a fallu donc adapter constamment un petit peu, hein, donc les activités en fonction des groupes. Et donc, mon rôle de l'enseignant, hein, c'est-à-dire que l'objectif, c'était que les étudiants soient un peu seuls, voilà, qu'ils apprennent entre eux. Mais bien entendu, j'étais quand même obligée, enfin, moi et ma collègue étions obligés d'intervenir chacune de notre côté, hein, pour les échanges, parce que quand au début, les étudiants bloquaient, mais il fallait bien quand même démarrer le dialogue, réguler les interactions entre eux, hein, pour leur dire: «Allez, lance-toi», et donc les accompagner. Donc il a fallu trouver donc un équilibre entre spontanéité et puis donc l'encadrement des professeurs. Et donc, enfin, donc la télécollaboration donc a constitué un levier pertinent. Donc certes, elle ne remplace pas l'interaction réelle, mais elle a constitué quand même un complément précieux. Donc je vous remercie, à tous, pour votre écoute. Voilà, donc j'arrête le Merci partage. infiniment. Merci beaucoup Valérie pour cette communication. Il n'y a pas de questions. Alors, pas de questions. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier vivement pour Merci à ces vous. interventions et ces échanges qui ont contribué à nourrir la réflexion autour de cet axe. Je remercie également le public pour son attention et sa participation. Nous allons à présent observer une pause de 5 minutes avant de reprendre avec la plénière de clôture de ce deuxième axe, introduite par la professeure Madame Elke Nissen. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Je donne la parole à mes chers collègues. Merci Salah, merci beaucoup pour toutes ces interventions extrêmement riches. Donc petite pause de 5 minutes et puis on se retrouve à 11h25, donc 7 minutes de pause. À tout de suite.